Bonjour, bienvenue dans les studios de Mediapart pour parler de commerce. En effet, il y a une actualité brûlante qui se profile dans les semaines à venir à l'Assemblée nationale, puisqu'il pourrait y avoir la ratification probable, on va dire, du CETA, le traité de libre-échange négocié entre l'Union européenne et le Canada. Donc CETA, c'est un sigle pour dire C-E-T-A. On va y revenir en long et en large pendant cette émission. Pour en parler avec nous, trois invités. Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État, chargé du commerce extérieur au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. À vos côtés, Édouard Bourcieux, vous êtes représentant de la Commission européenne en France sur les questions commerciales. Bonjour. Et enfin, Laura Vérec, vous êtes activiste à Bruxelles au sein de l'ONG Les Amis de la Terre Europe et vous êtes aussi spécialisée dans les dossiers commerciaux. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Pour vous poser des questions à mes côtés, ma collègue Hélène Salvi qui suit l'exécutif pour Mediapart. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Lemoyne, le CETA. Un énorme traité, 2300 pages, je crois à peu près. Il a été adopté d'abord au Parlement européen, il y a quelques années, c'était en février 2017. Et alors, les pays, les capitales ont commencé une série de ratifications. Il se dit qu'en France, les choses s'accélèrent enfin. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de choses sur ce calendrier? Alors tout à fait, on est là dans une phase où le projet de loi de ratification de l'AECG, parce que le sigle francophone c'est AECG et non pas CETA, okay. Va être enclenché. Le décret fixant l'ordre du jour de la session extraordinaire du mois de juillet au Parlement, qui est paru mardi, précise que ce texte sera examiné. Et donc nous allons déjà l'examiner en Conseil des ministres dans un premier temps, vraisemblablement le 3 juillet. Et ce sera suivi d'une lecture à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez qu'on est dans le cœur de l'actualité. Assemblée nationale, ça veut dire on est sur fin juillet, ça peut aller jusque quand? Ou alors septembre pour la rentrée, pour un éventuel vote, ce serait quoi? Alors, l'Assemblée nationale l'examinera vraisemblablement dans le courant du mois de juillet. Ouais. Il y a le travail de la commission saisie au fond, qui est la commission des affaires étrangères, des commissions qui vraisemblablement se saisiront aussi pour avis, comme la commission des affaires économiques. Et puis après, il y aura l'examen en séance publique. Et donc, nous aurons un débat parlementaire fourni et aussi qui sera intéressant à la lueur finalement de quasiment 2 ans de fonctionnement provisoire du CETA, puisqu'il est entré en vigueur le 21 septembre 2017. Oui, on va en reparler. Hélène. Alors simplement, ce calendrier donne un peu une impression étrange, c'est que vous avez attendu la fin des élections européennes pour rouvrir ce débat sur le CETA dont on sait qu'il est assez clivant. Est-ce que ce n'est pas un peu problématique ce calendrier-là en termes simplement de débat démocratique? Alors, je vais vous dire, les sujets de politique commerciale, on ne les a pas mis sous le tapis pendant la campagne européenne. Et d'ailleurs, le président de la République, en pleine campagne européenne, il a assumé un niet, c'est-à-dire le non français à l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis dans le cadre d'un accord sur les biens industriels. Mais on n'a pas parlé du CETA. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les questions commerciales ont été au cœur de la campagne. Et donc, on ne les a pas du tout escamotées. Et en fait, la raison de ce calendrier, il est tout simple. C'est que un projet de loi, il doit être accompagné d'une étude d'impact. Longtemps, depuis la révision constitutionnelle de 2008, longtemps, les études d'impact, il faut le dire, étaient un peu indigentes. Et donc nous, on a souhaité vraiment que le Parlement soit pleinement informé. Et d'ailleurs, Marielle de Sarnez, en tant que présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avait aussi un certain nombre d'exigences fortes, et elle avait raison, en matière d'études d'impact robustes. Et donc nous avons conduit 2 séries de travaux qui ont pris du temps. D'une part, on a missionné des inspections pour travailler sur les filières agricoles sensibles. On y reviendra. Et par ailleurs, nous avons missionné un organisme économique qui s'appelle le CEPI pour pouvoir justement faire un certain nombre de travaux macroéconomiques pour évaluer l'impact du CETA. Et ces travaux vont conduire du coup à un projet de loi qui sera accompagné d'une étude d'impact digne de ce nom. Et c'est pourquoi ça a pris plus de temps qu'un projet de loi ordinaire.
Alors simplement, il y avait déjà eu un fort débat quand le CETA avait été voté au Parlement européen. Il y avait une majorité d'eurodéputés français qui s'y étaient opposés. Vous-même, dans votre propre majorité, il y avait eu beaucoup de réticences. On se souvient notamment d'une lettre qui avait été signée par 18 députés La République En Marche à l'époque, dont Mathieu Orphelin qui depuis est sorti du groupe. Et puis, vous avez aujourd'hui, au sein de votre majorité en Europe, un homme qui était numéro 2 de la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau, qui s'appelle Pascal Canfin, et qui était, lorsqu'il était déjà eurodéputé ELV, farouchement opposé à ce type de traité. Qu'est-ce que vous faites, en fait, de tous ces élus, y compris au sein de votre majorité, qui demandent un véritable débat sérieux et démocratique et transparent sur ce sujet? Mais je crois que justement, le débat sérieux, non seulement on l'a enclenché déjà il y a 2 ans, mais on va le poursuivre. Je m'explique, on l'a enclenché parce que le président de la République, il a souhaité déjà que nous soyons éclairés. Et une commission indépendante avait été mise en place, présidée par Kathleen Schubert. Et suite à un certain nombre de points soulevés par Kathleen Schubert, nous avons travaillé avec Nicolas Hulot, avec Mathieu Orphelin, un plan d'action, d'accompagnement de la mise en place de cet accord. Et justement, ce qui est fécond, c'est que il y a 3 ou 4 ans, typiquement, avec des élus écologistes, on se serait peut-être, je dirais, on aurait exposé nos différences dans un débat comme celui-là. Eh bien, on a été amenés à travailler ensemble et à trouver justement un chemin de crête, celui d'une exigence environnementale affirmée, le fait de mettre en place ce qu'on appelle une forme de veto climatique, on y reviendra sûrement dans le débat. Et donc, on a un plan d'action qui, très concrètement, vient compléter l'accord en lui-même. Alors, on va revenir effectivement, parce que c'est un gros sujet sur les questions environnementales, le climat et les liens avec les textes de libre-échange. Peut-être une première réaction, Laura Verreck, là-dessus, sur tout ce processus qu'il y a eu effectivement de commission, groupe d'experts, puis plan d'action, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des garanties qui ont été apportées par rapport aux inquiétudes que vous avez formulées tout au long en fait, de la négociation du CETA à Bruxelles ? Non, déjà, c'est intéressant de parler de la lettre, puisque dans cette lettre, vous aviez donc 18 députés En Marche qui vous demandaient de renégocier dès que possible une directive pour limiter le risque des sables bitumineux. Ce sont des sables hyper polluants qui sont produits au Canada. C'est également dans votre plan d'action. Vous parlez de cette révision. À Bruxelles, on n'a rien vu. Par contre, lorsqu'on regarde les chiffres canadiens, on voit 45,8% d'augmentation d'export de ces sables bitumineux à 1,3 milliard de dollars. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est malgré la demande de vos propres députés de limiter cet export qui est très nocif pour l'environnement, en fait, le CETA l'a augmenté. Et puis, pour d'autres questions, notamment le rapport Schubert parle de la coopération réglementaire, qui est un dialogue qui a lieu à huis clos sur les futurs standards et les normes actuelles. Le rapport dit bien que ces normes, notamment sur les pesticides, risquent d'être harmonisées par le bas. Il n'y a aucun changement dans le texte du CETA sur ce point-là. Sur les 2 points, Édouard Bourcieux, Jean-Baptiste Lemoine. Oui. Peut-être pour réagir précisément sur ces points, sur les points factuels, sur les sables bitumineux, il faut regarder les choses en détail. D'abord, il n'y a pas eu de changement sur les hydrocarbures en termes de diminution de droits de douane. L'essentiel du pétrole importé du Canada était déjà à droit zéro avant le CETA, donc ça ne change pas évidemment avec le CETA, qui est un tout petit, le Canada d'ailleurs, qui est un tout petit fournisseur en hydrocarbures de l'Union européenne et de la France, c'est 0,5% des importations. Et si on regarde surtout les chiffres, il y a eu une augmentation des exportations de pétrole brut du Canada vers la France, quand on regarde les chiffres des douanes l'année dernière, en 2018. On est passé de 0 à 32 millions d'euros de pétrole brut exporté vers la France. Mais en même temps, on est passé de 260 millions d'euros à 60 millions d'euros de pétrole raffiné exporté vers la France. Donc en fait, si on prend l'ensemble des hydrocarbures, il y a eu une baisse de 60% des exportations canadiennes d'hydrocarbures vers la France en 2018. En 2019, les chiffres sur les 4 premiers mois, c'est quasiment 0 exportation canadienne de pétrole vers la France. J'ajoute un dernier point sur la question des sables bitumineux. C'est que d'abord, depuis le CETA, le Canada a renoncé à construire l'oléoduc qui était prévu de l'ouest canadien, là où sont les sables bitumineux, vers la côte atlantique, donc qui avait vocation à exporter vers l'Union européenne. Ils ont construit l'oléoduc vers le sud et vers l'est, donc vers les États-Unis et vers l'Asie, mais ils ont renoncé au marché européen en termes d'infrastructure.
Et le deuxième point, c'est que l'augmentation qu'on a constatée l'année dernière en termes d'augmentation de pétrole, d'exportation de pétrole brut vers la France, tout ce pétrole vient de Terre-Neuve, c'est-à-dire une zone où on n'extrait pas de pétrole, des sables bitumineux, c'est du pétrole tout à fait conventionnel. Mais peut-être juste la dimension un peu, si on revient, vous avez cité déjà le rapport de la commission Schubert à plusieurs reprises. Donc, Kathleen Schubert, qui est économiste à Paris, si je ne me trompe pas, un panel de 9 experts qui avait publié finalement un rapport qui était quand même assez mitigé, plutôt très critique même sur la partie risque, environnement, climat et santé, on va dire. Moi, ce que je comprends de manière, peut-être sans rentrer autant dans le détail, il y a finalement peu de marge de manœuvre parce que le texte, on ne peut pas le bouger. Les 2300 pages, elles ont été négociées. C'est ce texte-là qui a été adopté au Parlement européen. Donc, la valeur du plan d'action et de ce qui peut être complété ou pas, ça, j'ai du mal à être convaincu par ça, vous voyez ? Alors, il y a un texte, mais c'est Ouais. un texte vivant parce que il y a des forums de discussion pour la mise en œuvre du texte. Et donc, se tient chaque année un comité conjoint entre l'Union européenne et le Canada. Et donc, c'est ainsi que nous, la France, à la suite du rapport de Kathleen Schubert, on avait dit on veut mettre en place une forme de veto climatique, c'est-à-dire dire que l'organe, la Cour qui va être chargée d'arbitrer les différends en matière d'investissement, eh bien que cette Cour ne puisse pas être détournée, si je puis dire, par une compagnie, par une société qui voudrait remettre en cause le droit à réguler des États. Et ce point a été adopté lors du dernier comité conjoint qui s'est tenu à l'automne 2018. Et donc, vous dire que là, il y aura un autre comité à l'automne 2019 où nous allons préciser les choses. Et de ce point de vue-là, l'accord, il est bien vivant. Il peut être, avec des déclarations interprétatives conjointes, nous pouvons graver dans le marbre un certain nombre d'éléments. Mais je vous remercie d'avoir organisé le débat parce que je me bats dans ce domaine-là, mais dans d'autres aussi, contre un certain nombre d'idées reçues qui circulent. Au mois de décembre, j'ai été celui qui représentait la France à Marrakech pour la signature du pacte mondial sur l'immigration. Que n'ai-je entendu comme intox du côté de l'extrême droite sur le fait qu'on bradait la France, etc. Or, ce texte organisait juste, c'était une boîte à outils pour travailler ensemble, état d'origine, état de transit, état de destination. Et de la même façon, sur les sujets... là, c'était un texte onusien, là, on parle d'un traité mais ce que je veux dire, c'est que le point commun, c'est quoi ? fort. C'est Ouais. que sur ces sujets de commerce international, Ouais. je vois beaucoup d'idées reçues qui circulent et qu'il est donc important de pouvoir rentrer dans le détail et que nos concitoyens puissent se faire véritablement leur opinion parce que, effectivement, le lien qui a été fait sur les sables bitumineux et le CETA n'existe pas. Le CETA ne change rien à la réglementation, à la tarification et donc c'est un raccourci qui n'a pas lieu d'être et c'est important de le dire. Alors, peut-être une réponse de Laura Vérec, juste sur les sables bitumineux. Et puis après, comme vous avez évoqué le dossier un peu le plus sulfureux du CETA, on va dire, la question de l'arbitrage. Je rappelle un peu cette possibilité qui est donnée à des multinationales, par exemple du Canada, qui viendraient investir en Europe, d'utiliser des tribunaux particuliers, spéciaux. Ça, c'est vraiment un des points les plus critiqués. Et voilà, je suis aussi curieux de savoir si, ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce qu'il y a des garanties qui ont été apportées, côté français, à vos yeux, sur ces questions-là ? Sur l'arbitrage, on est toujours dans une justice parallèle. Donc on imagine que vous êtes un investisseur canadien et que vous êtes l'État français. C'est toujours un investisseur qui peut mettre en justice l'État français. On est toujours dans une justice donc à un sens, c'est-à-dire que le CETA donne des droits à cet investisseur canadien en France et dans les autres pays de l'Union européenne sans aucune obligation. On est aussi dans une justice qui est parallèle, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur canadien, vous avez le choix de décider de la justice qui vous convient le mieux. Vous choisissez soit un tribunal national, soit un tribunal international, ceux du CETA. Dans cette justice donc, qui est parallèle, l'avantage que vous avez en tant qu'investisseur, c'est que vous pouvez recevoir de l'argent pour les profits futurs escomptés. Donc si vous investissez 5 millions, vous imaginez gagner 25, vous pouvez demander 25 millions à l'État français. Donc vous imaginez bien que c'est énormément d'argent. On parle aujourd'hui de limiter les dépenses publiques. Or, on donne la possibilité à un investisseur canadien de demander des sommes qui sont tout de même très conséquentes. Et malgré les réformes que je vais entendre par la suite de l'autre côté de cette table, je tiens quand même à préciser que ça, c'est toujours une justice parallèle. C'est toujours des droits sans obligation donnés à un investisseur. Et puis, c'est aussi donner à un investisseur canadien le droit de mettre en justice l'État français, alors qu'on ne le donne pas à un investisseur espagnol en France ou un investisseur belge en France. Donc, quel est le problème de la justice française ? Là-dessus, on va vous entendre tous les deux, Jean-Baptiste Lemoyne, d'abord sur la nécessité, effectivement, d'une justice parallèle, ce que dit Laura Vérec.
c'est un point dur quand même du dossier. Je crois qu'il faut regarder d'où on vient, et quand on regarde d'où on vient, on voit qu'on a énormément progressé. Moi, j'ai le souvenir, lorsque j'étais sénateur, de ces débats qui étaient relatifs soit au projet d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis, à l'époque on appelait le TTIP ou le TAFTA, selon là où on parlait. Et par ailleurs, on évoquait naturellement déjà le CETA. Et je me souviens que moi j'étais intervenu à la tribune du Sénat en estimant qu'il fallait évoluer parce que nous avions des dispositifs d'arbitrage qui, à mon sens, n'étaient pas satisfaisants. Et de fait, le CETA a vu mettre en place quelque chose qui tend vers une cour permanente d'investissement pour sortir des simples arbitrages au coup par coup. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de règles déontologiques qui ont été d'ores et déjà validées et qui sont des progrès. Donc moi, je crois qu'on est au contraire sur un chemin vertueux. Et par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne avait été saisie, vous vous en souvenez, par la Belgique à la suite des grands débats qu'il y avait eu en Wallonie. Et donc, elle s'est prononcée il y a quelques semaines, estimant que justement le droit régulé des États, des entités gouvernementales, n'était nullement remis en question. Et donc, on a, je crois, un socle juridique solide pour parer tout détournement de la procédure par des sociétés et des compagnies privées. Édouard Bourcieux, là-dessus, j'entends bien qu'il y a... Vous dites qu'il y a des progrès, il y a des améliorations sur les questions de transparence, notamment dans cette justice. Là, sur le point, mais pourquoi, à quoi bon une justice parallèle, alors que finalement, il y a déjà une justice, des tribunaux qui existent en France, et donc on pourrait saisir... C'est pas seulement des progrès, c'est une révolution dans la protection des investissements et dans les mécanismes de protection des investissements. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la commission Schubert. D'évaluation du CETA. La commission Schubert, elle s'est exprimée, elle a longuement examiné le nouveau mécanisme. Elle dit noir sur blanc que le système, dans sa forme actuelle, n'a plus grand-chose à voir avec l'arbitrage privé. On a substitué à un mécanisme d'arbitrage privé avec des arbitres qui étaient nommés notamment par les investisseurs, un système public, comme il en existe beaucoup à l'échelle internationale. Il y a une cour de justice internationale, il y a une cour pénale internationale, il y a un organe de règlement des différends à l'OMC. Un système public, une vraie juridiction avec des juges qui sont nommés par les États et pas par les parties du différend, donc notamment pas par les investisseurs, avec toutes les garanties nécessaires en termes d'impartialité, en termes d'indépendance des juges, d'absence de conflit d'intérêts, un système d'appel aussi qui n'existait pas jusque-là, des procédures qui sont parfaitement transparentes, ce qui n'était pas du tout le cas des tribunaux arbitraux qui existaient jusque-là. La possibilité pour les ONG, d'ailleurs, pour les tierces parties, de formuler des opinions. Donc on est dans un système qui est radicalement différent. C'est un progrès qui est considérable par rapport à ce qui existait avant et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et maintenant, à l'échelle mondiale, l'Union européenne et le Canada se sont associés pour pousser l'établissement d'une cour multilatérale sur l'investissement. Ça n'existe pas encore, on est d'accord. Pas encore, mais il y a une négociation qui est... C'est-à-dire quand il y aura le vote à l'Assemblée nationale... Non, bien sûr. Mais on est déjà sur un dispositif qui n'a rien à voir avec ce qui existait par le passé. Qui fera que multilariser ce processus. Et pour revenir spécifiquement au point mentionné par Laura Verreck, quand on parle des attentes, par exemple, des investisseurs, on a pris toutes les dispositions, les garanties nécessaires dans l'accord pour faire en sorte que le droit des États à réguler, à légiférer dans l'intérêt général pour protéger l'environnement, pour protéger les travailleurs, pour protéger les consommateurs ne puisse en aucune manière être remis en cause. C'est ce que dit la commission Schubert, c'est ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. J'ai les extraits devant moi. Et il y a un article, par exemple, qui est très intéressant, l'article 8.9, qui dit clairement sur les attentes de profit qu'il est entendu que le simple fait qu'une partie exerce son droit de réglementer, donc qu'on légifère dans l'intérêt général, notamment par la modification de sa législation, d'une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d'un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue dans la présente section. Donc, le fait de diminuer les profits d'un investisseur, ce n'est en rien quelque chose qui peut être attaqué, condamné dans le cadre de ces mécanismes. Alors, réponse de Laura Verreck, et après on avance sur les questions. Juste rapidement, on est toujours dans une justice parallèle. On outrepasse toujours les tribunaux français. On n'a aucune limite dans la compensation. Le texte ne dit pas qu'il y a une limite dans l'argent qu'on peut donner à un investisseur.
Tous ces risques, s'ils se matérialisent, on n'a aucune façon de faire demi-tour. On ne va pas remettre tous les États membres de l'Union européenne d'accord avec le Canada pour changer. Donc on a énormément de risques à notre point de vue. Et quels sont les bénéfices ? Vraiment, va-t-on amener de l'investissement ? On a des pays comme l'Inde qui a terminé 61 traités, l'Indonésie 24. Ce sont des pays qui continuent à recevoir énormément d'investissements étrangers. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un tribunal arbitral ? Réellement, qu'est-ce que ça nous a apporté en termes d'investissement ? Même l'OCDE n'est pas capable de le prouver. Sur ce point de tribunal parallèle, là aussi, le Conseil constitutionnel s'est exprimé. Il a dit clairement que ce système ne méconnaît pas le principe d'égalité entre investisseurs français et investisseurs étrangers. Donc, vous parliez des entreprises espagnoles en Europe, implantées en France, etc. Le système ne méconnaît pas ce principe d'égalité entre les investisseurs, entre les entreprises, et c'est ce que la Cour de justice aussi de l'Union européenne a confirmé. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte, du point de vue européen, une sécurité à nos entreprises quand elles investissent à l'étranger contre des situations qui sont extrêmes, qui sont radicales. C'est pour ça que ces instruments sont extrêmement peu utilisés. La France n'a jamais été condamnée, pas une seule fois, au titre de ce type d'instrument. Et pourtant, ça fait 20 ans, par exemple, qu'on a un accord similaire à celui-ci et d'ancienne génération, donc sont les vertus de la réforme avec le Mexique. On parle souvent du CETA comme cheval de Troie des entreprises américaines en Europe. La question aurait pu se poser depuis 20 ans avec le Mexique. Il n'y a eu strictement aucun problème avec le Mexique. Maintenant, on est dans un dispositif qui est beaucoup plus sûr, beaucoup plus équilibré. Et ce que ça apporte, c'est une protection des investisseurs européens à l'étranger contre le risque d'expropriation sans compensation. Donc quelque chose de très précis, de très spécifique, qui maintenant est très bien encadré. Il y a déjà eu des problèmes au Canada. À partir de maintenant, on n'aura plus ce type de problème. Jean-Baptiste Lemoyne, une question plus d'ordre politique. On est au sortir d'une crise sociale qui a duré 6 mois, d'élections européennes où on a vu partout en Europe une poussée du vote vert, écolo. On est politiquement en France dans un moment un peu charnière du quinquennat, c'est-à-dire que l'exécutif nous promet en tout cas un acte 2 de ce quinquennat, et notamment lors du discours de politique générale d'Édouard Philippe la semaine dernière, il a beaucoup été question d'écologie, il a clairement verdi son discours, en tout cas dans les mots. Or, au même moment, vous arrivez avec un accord commercial comme celui du CETA, qui pose de grandes questions en matière d'ambition environnementale et notamment qui dope les imports de gaz et de pétrole. Les ONG sont assez remontées contre ce qu'elles qualifient de double discours du gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, mais justement, on est, nous, la France, je peux vous dire, à l'avant-garde au niveau européen pour embarquer les autres États membres pour avoir une véritable ambition environnementale, climatique, dans les accords de libre-échange. C'est ainsi que, par exemple, dans les mandats qui ont été adoptés, s'agissant de négociations avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on a fait référence noir sur blanc à l'accord de Paris. On a demandé également que soient pris en compte un certain nombre d'éléments liés au transport. Et je peux vous dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que la Nouvelle-Zélande, par exemple, elle est sur des positions aussi progressistes que nous, c'est-à-dire que nous, on souhaiterait que l'accord de Paris soit reconnu comme une clause essentielle des accords de libre-échange. Ça veut dire... C'est pas dans le CETA. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le non-respect de l'accord de Paris peut entraîner bien la suspension de l'accord de libre-échange lui-même. Et donc, ça veut dire qu'on est sur une position très, très, très offensive. Pour l'instant, hélas, elle n'est pas majoritaire au sein du Conseil des ministres du Commerce où je siège, mais je vois que les lignes bougent. Au dernier Conseil des ministres, il y a un mois, au lendemain des européennes d'ailleurs, j'ai entendu la Suède, les Pays-Bas, des pays traditionnellement très libre-échangistes, très tournés vers le commerce, faire des déclarations similaires à celles de la France. Donc, cette ambition environnementale, on l'a chevillée au corps. Le CETA, il a été signé en 2015. Ça a été rappelé, il a été initié en 2008. Donc, ce sont des majorités qui nous ont précédés, qui l'ont mis dans les tuyaux. Lancé par Nicolas Sarkozy, signé par François Hollande, avec Boris Vallaud, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Je le rappelle parce que il demande maintenant à ce qu'il y ait un référendum. Donc ça fait sourire quand on sait qu'il occupait ses fonctions éminentes auprès de François Hollande. Et donc aujourd'hui, nous, on a dit, on veut le CETA
complétée par une ambition environnementale, et c'est pourquoi on a signé une feuille de route entre Justin Trudeau et le président de la République, une feuille de route climatique. Quelle valeur juridique d'une feuille de route par ben, rapport non, mais une à feuille ce de... traité oui, mais... qui va être adopté, signé au Conseil, etc. Enfin, regardez, si je veux dire, le Canada, c'est quand même un gouvernement à l'heure actuelle qui justement est progressiste. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement qui l'a précédé de M. Harper. C'est un gouvernement qui s'engage sur les sujets de climat, sur les sujets qui a renoncé à un certain nombre de projets, y compris économiquement, qui étaient pour eux importants, sur les sujets de genre, d'égalité, etc. Donc, Justin Trudeau l'a très bien dit à la tribune de l'Assemblée nationale lorsqu'il a été reçu il y a 1 an. Si l'Europe n'est pas capable d'adopter un accord avec un Canada progressiste, mais avec qui allez-vous signer des accords dans le monde? Et donc, il y a un moment, nous, notre ambition, c'est de tirer vers le haut la politique commerciale, faire en sorte que ces sujets climatiques et environnementaux, ils soient au cœur de la politique commerciale. Et donc, c'est ce qu'on a fait, nous, avec déjà cet engagement bilatéral, France-Canada. Et donc, on pousse ensemble des sujets à l'OACI, qui est l'organisation de l'aviation civile, au sein de l'OMI, pour tout ce qui est maritime, navigation. Et donc, vous voyez qu'on est très volontaire. Voilà. Et je me souviens, par exemple, juste un petit principe de précaution, par exemple. Je me souviens de Nicolas Hulot, la commission Schubert aussi était un peu inquiète là-dessus. C'est toujours pas, ça va pas être ajouté au CETA, puisque le CETA, on ne peut pas le renégocier. Alors, je crois comprendre que vous voulez l'ajouter maintenant dans les futurs accords de libre-échange, mais le principe de précaution n'est pas dans le texte. Je ne veux pas faire Maître Capello, hein, mais il faut être précis vraiment quand on parle de tout ça. La commission Schubert, page 5, elle dit « Les dispositifs actuels liés à l'application dans l'Union européenne du principe de précaution ne sont pas remis en cause par le CETA. » Oui, mais Ellsbach, il est dedans non plus. C'est-à-dire, il y a un débat sur Il est dedans implicitement, il est dedans indirectement. Il est dedans pour une bonne raison, qui est que le CETA dit les parties de l'accord gardent toute liberté en termes de fixation de leur niveau de protection en accord avec leurs principes régulateurs fondamentaux. Quand on regarde le principe de précaution, quand on regarde quels sont les principes régulateurs fondamentaux de l'Union européenne, le principe de précaution, il est dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est un des principes fondamentaux qui guident la régulation en matière d'Union européenne. Donc il est très directement reconnu par le CETA à travers cette référence. Et il y a toutes les garanties nécessaires dans le CETA de ce point de vue-là. Et c'est ce que dit la commission Schubert quand elle dit les dispositifs actuels liés à l'application dans l'Union européenne du principe de précaution ne sont pas remis en cause. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel qui a dû se prononcer là-dessus. Donc il s'est prononcé. Et encore une fois, pour être précis sur ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, vous avez dit le CETA adopte les importations de gaz et de pétrole. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Les importations de pétrole, on n'importe pas vraiment de gaz du Canada. Les importations de pétrole en 2018 en provenance du Canada, elles ont diminué de 60% en France. Et en 2019, c'est quasiment de 100%. On est à 0 tonnes d'importation de pétrole. C'est des réalités qu'il faut vraiment regarder en face. Et sur la question climatique, si on regarde aussi ce que dit la commission Schubert, elle dit des choses comme le non-respect de l'accord de Paris serait contraire aux engagements pris dans le CETA. Ça, c'est page 56 de. Elle dit aussi, alors à ce jeu-là, moi, rien n'est prévu pour limiter le commerce des énergies fossiles et la hausse des émissions de CO2 du transport international maritime et aérien, etc., etc. Rien n'est. D'où les engagements pris en bilatéral. Rien n'est prêt. Il n'y a pas d'aggravation de la situation. Oui, mais c'est difficile de dire que ce rapport permet de déduire que le CETA. Oui, mais ça relativise quand même considérablement. Un manque d'ambition sur le climat, etc. Considérablement la lecture qu'on en a fait, la présentation qu'on en a faite, qui consiste à dire que le CETA est incompatible avec l'accord de Paris. Ça, il n'y a pas une once de réalité derrière qui soutient cette affirmation. Mais je suis prêt à en discuter. Laura Verreck, là-dessus, sur CETA, et peut-être aussi en élargissant, puisqu'il y a cette nouvelle position française un peu de dire on ne signe pas des accords de libre-échange avec des pays qui, avant, n'ont pas ratifié l'accord de Paris. Peut-être sur ces deux choses-là. Est-ce que ça, c'est déjà une avancée? Et ensuite, sur est-ce qu'on peut à la fois signer le CETA et défendre l'accord de Paris? Peut-être déjà juste rapidement pour revenir, il faut quand même rappeler que c'est le gouvernement Harper qui a négocié le CETA, c'est pas un gouvernement qui était du tout progressiste. Pour vous donner un peu une idée aussi des enjeux que vous parlez en termes de réglementation et d'harmonisation vers le bas des standards, on a quand même un membre de l'équipe de négociation du CETA qui a maintenant créé une association d'entreprises et qui dit ouvertement cette association va me permettre, grâce à la coopération réglementaire, d'aider les entreprises à avoir un rôle dans la prise de décision au niveau de l'Union européenne. Donc on a tout de même les entreprises canadiennes qui vont avoir un pouvoir sur des prises de décision, qui ont déjà mis le glyphosate dans les comités sur l'agenda. Donc on a clairement des discussions qui vont avoir lieu à huis clos, qui peuvent être dangereuses, notamment pour principe de précaution et surtout sur les pesticides. Après, pour revenir aussi peut-être sur les lignes bougent,
Comment vous espérez faire bouger les lignes à Bruxelles si d'abord vous ratifiez le CETA? Pourquoi vous n'attendez pas de voir que les lignes bougent afin d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour que les lignes bougent véritablement? Puis vous allez certainement, enfin je l'espère pas, accepter un accord avec le Mercosur, où il y a l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Là, on parle d'un pays comme le Brésil, où en mai 2019, on est à 2 terrains de foot par minute en termes de forêt amazonienne qui est détruit. Comment vous pouvez dire que vous avez changé la politique commerciale et climatique de l'Union européenne si on négocie avec le Brésil? Là-dessus. Mais c'est sur ces sujets-là, s'agissant du Mercosur, justement, nous avons porté haut et fort à la Commission et charge à elle de le prendre en compte dans la négociation, à la fois les sujets de défense de nos sensibilités agricoles et par ailleurs le sujet de la déforestation. Et donc je sais que la Commission m'a confirmé qu'elle travaillait à un chapitre développement durable qui soit ambitieux. Et par rapport déjà à la campagne présidentielle qu'on a connue au Brésil, le nouveau pouvoir a affirmé que finalement il ne sortirait pas de l'accord de Paris. Et donc on voit qu'on est arrivé à leur faire faire machine arrière et qu'au-delà de ça, on compte bien avoir un certain nombre d'éléments sur le développement durable avant de topper quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça veut dire, s'il n'y a pas d'inflexion de la politique de Bolsonaro, environnementale, etc., dans les mois à venir, ça peut remettre en cause, pour vous, la possibilité de signer un accord en Mercosur? Mais bien sûr, si le président brésilien avait mis à exécution ce qu'il avait laissé planer comme perspective de sortir de l'accord de Paris, pas d'accord de Paris, pas d'accord de libre-échange. Mais là, il n'est pas sorti de l'accord de Paris en même temps. Et oui. Ce qui a été donc déjà, c'est une inflexion. C'est pas rien. Oui, dans les faits, ça n'empêche pas de continuer à déforester toute la forêt amazonienne. C'est pour ça il faut continuer à l'engager, il faut continuer à parler, il faut continuer à exiger, il faut continuer à se... C'est pas en se repliant sur nous-mêmes, en allant derrière nos frontières qu'on va faire changer nos partenaires. C'est en négociant avec eux, en leur parlant, en posant des... C'est pas très clair. C'est-à-dire, vous dites, on négocie, on pourrait dire la même chose dans ces cas avec les États-Unis de Donald Trump, il faut continuer, etc. Sauf que vous dites, non, nous, on négocie pas avec les États-Unis parce qu'ils sont sortis de l'accord de Paris. Donc, mais politiquement, c'est parce qu'on est une puissance commerciale de 500 millions d'âmes qu'on peut aussi peser et qu'on peut jouer un rôle pour faire tirer vers le haut un certain nombre de normes dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'aller vers le bas, il s'agit d'emmener les autres vers le haut. Je vous prends un autre exemple, par exemple, qui a trait à la politique sociale. Parce que quand on parle du développement durable, ça comprend l'environnement, mais ça comprend aussi le social. Et les droits sociaux, c'est aussi capital. Il y a quelques jours, le président de la République était à l'OIT. Il a dénoncé un capitalisme fou. Et quand on rentre dans le détail, ça veut dire que quand on signe un accord avec le Vietnam, on leur demande de ratifier des conventions de l'OIT pour une meilleure protection des travailleurs, pour la mise en place d'une véritable négociation collective. Bref, les accords commerciaux permettent d'obtenir de la part des partenaires dans le monde entier des avancées en matière sociale et environnementale. C'est ça la vérité. Alors ça va peut-être à l'encontre de la vulgate dans le débat, mais c'est la réalité. Nora Varric. Le 25 juin, la semaine prochaine, à Bruxelles, il y a un conseil de l'Union européenne. Vous allez certainement approuver un accord avec le Vietnam. Ce que j'évoquais. Le Vietnam, où il n'y a aucun syndicat indépendant, il n'y a pas de liberté de la presse, ni d'expression, ni d'opinion. Comment vous pouvez me dire Ils ont voté le 6 juin, donc vous pouvez le vérifier, c'était il y a 19 jours, enfin il y a 10 jours, ils ont voté à l'Assemblée nationale du Vietnam un certain nombre de conventions de l'OIT qui ont enfin été adoptées. C'est un progrès. Et donc, ils ne l'auraient pas fait sans l'accord avec l'Union européenne. Mais est-ce qu'elles vont être appliquées? Eh bien alors voilà, j'y viens. On a fait la même chose avec la Corée. On a signé un accord avec eux en 2011-2012. On a obtenu qu'ils ratifient un certain nombre d'éléments de l'OIT. Il y en a pour lesquels ils s'étaient engagés, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, l'Europe, l'Union européenne, du coup les amis en demeure, est en train d'actionner le mécanisme de règlement des différends parce que nous estimons qu'ils ne sont pas au rendez-vous de leurs engagements sur ce point-là. Et ça montre qu'on est déterminé à faire respecter les engagements que les États prennent en contrepartie avec nous. Et puis, pour parler du CETA, le Canada a ratifié, a ratifié les 3 dernières conventions fondamentales de l'OIT qu'il n'avait pas ratifiées, en même temps qu'il a ratifié le CETA. Et il les applique. Juste là-dessus, comme là on a parlé de la position française depuis quelques semaines maintenant qui consiste à dire pas d'accord de libre-échange avec des pays qui n'ont pas signé l'accord de Paris. Est-ce qu'en même temps, sur cette position-là, on l'a vu, les Français étaient minoritaires à Bruxelles et ça n'a pas empêché le lancement de négociations avec les États-Unis. Ça, c'était en avril, juste avant les élections européennes. Est-ce que
c'est aussi votre position à la Commission. Est-ce que ça peut devenir finalement une ligne officielle de l'institution, ou c'est plus, vous n'avez pas la même approche? Il y a une position qui n'est pas seulement celle de la Commission, d'ailleurs, qui est celle de l'ensemble des États membres, qui n'est pas très éloignée en réalité de la position française, mais il y a une nuance qui est importante. Où est-ce qu'on met la barre exactement, qui est qu'on ne négociera pas d'accord de partenariat large, profond, comme le CETA, comme l'était le TTIP, TAFTA, quand on le négociait et qui maintenant est mort et enterré, comme l'est l'accord avec le Japon, avec un pays qui sort de l'accord de Paris. Ça, c'est une position qui est actée au niveau européen. On a toujours été très clair là-dessus, y compris avec l'administration américaine. Le TTIP, TAFTA, c'est fini et il n'y aura pas à nouveau de TTIP, TAFTA avec les États-Unis. Et d'ailleurs, le mandat de négociation sur les produits industriels avec les États-Unis le mandat est caduc. Le précise bien. Donc ça, c'est un point fondamental. Mais la jurisprudence du point de vue européen, qui consistera à dire pas d'accord de Paris, pas de... Ça, c'est donc ces accords de nouvelle génération dont on a beaucoup parlé. Pendant des années, on a d'ailleurs opposé le CETA, le TTIP, TAFTA, etc., à ce qu'on faisait avant, dans l'ancien temps, dans le bon temps, quand c'était uniquement les droits de douane, uniquement sur les produits industriels, des choses très limitées qui ne posaient pas de problème, etc. Maintenant, ce dont on parle avec les États-Unis, c'est précisément ce type d'accord très limité, sectoriel, qui n'a rien à voir avec les accords de type CETA, TTIP, TAFTA ou Japon. Donc c'est une question où est-ce qu'on met vraiment le curseur? Est-ce qu'on s'interdit de faire quoi que ce soit avec les États-Unis? Est-ce qu'on rompt les relations diplomatiques avec les États-Unis parce qu'ils sortent de l'accord de Paris? Ce n'est pas la position qui a été choisie au niveau européen. Est-ce qu'on peut maintenir un minimum de coopération pour éviter notamment la guerre commerciale qui pointait avec les États-Unis? C'est ça la position qu'on a prise au niveau européen. Bon, la France est sur une position un peu plus radicale, avec la Belgique qui n'a pas pu s'exprimer, en fait, qui était divisée sur ce sujet. Donc la France est sur une position qui est un petit peu plus radicale, mais fondamentalement, on a la même appréciation qu'il est hors de question de négocier un vrai partenariat, un vrai accord large de nouvelle génération avec un pays qui sort de l'accord de Paris. Laura Verreck, là-dessus, juste quand on dit les 2 mandats qui ont été signés en avril pour les négos avec les États-Unis, c'est pas du tout un retour du TAFTA ou du TTIP comme on l'appelle. Là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Et est-ce que vous faites à peu près le même diagnostic que ce qui vient d'être fait? Alors, clairement, comme il n'y a pas de tribunaux d'arbitrage, il y a un problème en moins pour nous. Oui, par rapport au chapitre dont on parlait tout à l'heure, déjà ça disparaît pour vous, c'est ça. Ouais. Ensuite, la deuxième inquiétude qu'on a, c'est plus par rapport à la coopération réglementaire. Donc, à nouveau, c'est dialogue qu'il y a entre agences et puis entre décideurs politiques. Alors je vous coupe encore, excusez-moi, parce que coopération réglementaire, c'est-à-dire ce travail qui est fait entre les différents partenaires de l'accord pour, non pas la baisser des droits de douane, mais essayer d'établir des normes communes pour renforcer les échanges et les investissements. Parce qu'en fait, si on parle d'un traité de nouvelle génération, c'est parce qu'entre le Canada et l'Europe, par exemple, ce qui dérange vraiment le commerce, c'est plus vraiment les tarifs douaniers, c'est le fait que les standards soient différents, les taux de pesticides sont différents, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Canada ou en Europe. Donc les discussions ont tendance à avoir lieu sur les différences de normes, puisque c'est celles qui posent une barrière au commerce. Et donc ces discussions, elles ont lieu en amont, elles ont lieu avant que les députés soient consultés, elles ont lieu souvent à huis clos et elles ont lieu entre experts qui ont une vue sur le commerce et non pas une vue qui pourrait être contrebalancée par les experts en santé ou en environnement. Et ça, avec les États-Unis, on voit que ces processus-là vont certainement avoir lieu puisque la Commission a déjà demandé aux industriels quel type de coopération réglementaire ils voudraient avec les États-Unis. Et on n'a vu aucune ligne rouge, notamment sur la sécurité alimentaire. Donc je ne veux pas être alarmiste parce que les documents qui ont été envoyés à la Commission ne sont pas publics, donc je ne les connais pas. Par contre, je peux dire que les lignes rouges, comme elles ne sont pas là, je reste quand même très vigilante sur le type d'accord. Les documents ne sont pas publics sur les tout mandats. est public sur les États-Unis. Les mandats de négociation sont publics. Les projets de mandats confectionnés par la Commission ont été publiés. Chacun peut s'en assurer de la Commission. Les mandats tels qu'ils ont été adoptés ont été publiés par le Conseil. Les téléspectateurs peuvent se rendre sur le site Là, je vous parle. Allez-y. Là, je vous parle juste en fait des contributions des industriels pour la coopération réglementaire entre l'Union européenne et les États-Unis. J'ai vu le négociateur la semaine dernière, il me l'a confirmé, ce n'est pas public. Le temps que la Commission les examine, elles ne seront pas publiques. Il y a deux négociations. Là, on parle d'autre chose, c'est-à-dire une négociation sur les droits de douane en matière industrielle, dont le mandat est public, une négociation sur les organismes de certification de la conformité
aux règles européennes et aux règles américaines, dont le mandat est également public. Par ailleurs, ce qui n'est pas de l'ordre de la négociation commerciale, il y a un volet de coopération réglementaire avec les États-Unis, mais comme on a avec la plupart des pays dans le monde, et comme on a, ça ne date pas de l'année dernière, ça ne date pas de 2 ans, ça date de 20 ans, 30 ans, ça fait très longtemps qu'on a un dialogue, des échanges sur le plan réglementaire avec la plupart de nos grands partenaires. On échange des points de vue, on échange des informations, on échange de l'expérience, de l'expertise, parce qu'on en a besoin, on n'a pas la science infuse du côté européen. La confrontation avec les sont pas publiques. Et ça, ces contributions-là, elles ne sont pas publiques pour l'instant, mais elles ont vocation à être publiées. Par exemple, c'est le cas du Forum de coopération réglementaire avec le Canada. Il y a eu un appel il y a 1 an à contribution là-dessus. Il y a des industriels, il y a des ONG qui ont fait des contributions. Tout ça a été publié sur le site internet de la Commission. Il n'y a aucune raison de cacher ça. Très important, parce que c'est vrai qu'on est clairement à l'heure de l'open data, de la transparence. J'étais de ceux qui, en 2014, encore une fois, membres du Parlement, sur ces sujets, notamment de TAFTA, etc., n'avaient pas accès à un certain nombre d'éléments, ou même, s'agissant du CETA, à l'époque, le paradoxe, c'est que j'ai eu les premiers éléments via Pierre-Marc Johnson, qui était le négociateur québécois. Et c'est vrai que ça m'interrogeait un peu, mais je crois que la Commission a fait énormément pour, en matière de transparence, aller de l'avant. Et d'ailleurs, le CETA prévoit que tous les comités spécialisés qui sont mis en place, leur ordre du jour est public, les comptes rendus sont en ligne, et quelque part, le CETA, il est aussi sous surveillance citoyenne, si je puis dire, alors, et c'est heureux. Non, mais alors, c'est exactement ce que vous essayez de faire à Bruxelles, pour le coup, la surveillance citoyenne. Donc, oui, pour le coup, avec les États-Unis. Et nous, à titre national, moi, je réunis tous les 6 mois le comité de suivi de la politique commerciale avec des parties prenantes qui sont les filières économiques, oui, les ONG, les parlementaires, et ça permet vraiment de faire le point et tout simplement de ne rien cacher. Ok. Juste quelques petites dernières questions. Je voulais un peu revenir auprès de chacun d'entre vous sur l'avant et l'après. Crise un peu du CETA en 2016, ça a été évoqué. Il y a eu ce moment qui a été un peu incarné par Paul Magnette, c'est socialiste belge qui s'est opposé à la Commission européenne qui a bloqué un peu l'avancée du CETA. Et il a semblé, cet automne 2016, que peut-être ce traité commercial allait tomber ou qu'il allait être abandonné ou que finalement, alors peut-être vous avez une majorité à l'Assemblée nationale et a priori la ratification devrait être possible. En France, en tout cas, quel bilan vous faites un peu, vous, par exemple, Laura Verreck, du côté de l'activisme et des campagnes qui ont été menées contre le CETA? Est-ce que vous dites on n'est pas passé loin? Est-ce que vous dites quelles leçons vous tirez un peu là-dessus et pour la suite? Parce qu'on voit qu'il y a à peu près, je crois, une trentaine encore de traités de libre-échange qui sont en négociation à Bruxelles, donc pour le mandat à venir aussi. C'est quoi les leçons que vous tirez de ce moment un peu avec recul aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que la Belgique n'a toujours pas ratifié le CETA. On n'est qu'à 13 pays, donc il n'est pas ratifié partout en Union européenne. On a aussi créé un débat sur le CETA et finalement, c'est ce qu'on voulait. Sortir du anti-pour qui ne se parle pas, mais avoir un vrai débat démocratique, parce que finalement, c'est ce qui manque le plus à Bruxelles, être capable d'avoir un débat qui oppose les points de vue. Donc ce qu'on essaie de faire ici. Exactement. On a aussi gagné le fait, comme vous l'avez dit, au vote au Parlement européen. Il y a énormément de députés français qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. On a des partis qui sont divisés. On a un parti qui est divisé, les Républicains, le REM est pro, le reste des partis est quand même contre ces traités de libre-échange. Ce que vous dites, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas encore joué. Ça vous paraît possible? Vu de la majorité actuelle, non, mais par contre, on a d'autres partis à droite ou à gauche qui, eux, s'opposent à ce type de traité. Et puis voilà, à nouveau, on a eu un débat, on a fait soulever ces questions, on a réussi à faire changer quelques lignes. Bien sûr, on est loin de changement possible. Après, ce qui était très beau, c'est finalement le fait qu'il y ait eu un éveil de la société civile qui a eu lieu entre juges, magistrats, associations environnementales, agriculteurs, organisations de développement. Et ça, c'est toujours une belle opportunité. Là-dessus, sur la majorité, c'est à qui pour vous, le vote ? Et nous travaillons avec la majorité. Nous avions travaillé avec la majorité sur la préparation du plan d'action pour le CETA. Ça avait été un travail fructueux et donc nous allons continuer à travailler avec tous les parlementaires pour tout simplement convaincre, parce que
le CETA, avec le plan d'action qui l'accompagne, est un accord qui est positif. Et moi, je vais vous dire, je vais me définir aussi comme un activiste. Je suis un activiste pour l'emploi, pour l'économie française. Et ce que je constate, c'est qu'en 2018, eh bien, la balance commerciale française, elle a eu un excédent de plus de 450 millions d'euros avec le Canada. C'est plus 400 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Donc moi, je suis heureux que mes producteurs de fromage dans Lyon puissent trouver effectivement des bénéfices à exporter plus au Canada. Et donc, nous allons continuer à mettre en œuvre cet accord qui est un bon accord pour nombre de nos producteurs et qui, par ailleurs, porte une véritable ambition environnementale avec l'engagement du président de la République et de Justin Trudeau. Aux européennes, quasiment tous les partis français qui se sont présentés étaient contre traité de libre-échange type CETA. LREM, je crois, était le seul parti à le défendre, et même LR est beaucoup plus critique sur beaucoup de points du CETA. C'est pas comme quelque chose qui vous surprend, Non, mais LR est totalement schizophrène. C'est Nicolas Sarkozy qui a mis le CETA sur les rails, et aujourd'hui, parce que ce parti est un canard sans tête, qui est incapable d'assumer les choses. Ouais. Mais je peux vous dire que très clairement, il y a une ambition progressiste dans tous les accords maintenant. Et moi, je crois que, je tends la main, je dis, plutôt que de vouloir rester sur des postures, travaillons à l'amélioration de la politique commerciale européenne pour lui donner d'autres lettres de noblesse, parce que je crois que les travailleurs, les salariés, etc., ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est le juste échange. Et d'ailleurs, je suis désolé que Marine Le Pen ait dévoyé ce terme, parce que c'est ça, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'équité dans la compétition internationale, de faire que l'ouvrier de l'industrie en Lorraine, eh bien, il soit dans des conditions qui soient équitables par rapport aux Chinois. Et c'est pour ça qu'on veut obtenir des avancées sur les subventions industrielles distorsives, etc., des enjeux qui sont aujourd'hui ceux de la réforme de l'OMC, parce que s'il n'y a pas d'équité dans la mondialisation, eh bien oui, elle se cassera la figure et elle sera remise en cause et violemment. Et donc c'est pourquoi nous, on porte vraiment cette ambition de refonder le multilatéralisme économique, la politique commerciale. On ne peut plus faire comme avant. Je veux dire, il faut sortir du train-train, et je me réjouis qu'à Bruxelles, enfin, justement, les choses bougent dans ce sens-là. Édouard Bourcieux, juste peut-être sur ratification des traités, on l'a dit, il reste beaucoup de capital encore. D'abord, une petite question sur l'Italie. Est-ce que c'est pas là, finalement, où l'avenir du CETA se joue? On sait qu'il y a une coalition avec l'extrême droite au pouvoir, le mouvement 5 étoiles, qui est très contre ce traité. C'est pas du tout évident que le texte soit ratifié. Qu'est-ce qui se passe si jamais l'Italie rejette le texte? Bon, d'abord, si un État membre rejette définitivement le texte, c'est la fin du CETA. Il y a une déclaration du Conseil qui est très claire, déclaration numéro 20 parmi les 38 déclarations adoptées en même temps que le CETA, qui est très claire sur le fait que l'application provisoire doit cesser. Et c'est la fin de l'accord tel qu'on le connaît. Bon. Donc ça, c'est assez clair. La situation en Italie, elle est ce qu'elle est. Il y a eu beaucoup de bruit au moment où la nouvelle coalition est arrivée au pouvoir, avec des prises de position très négatives. Maintenant, ils ont pris une position qui semble plus raisonnable, qui est de dire on attend de voir quels sont les résultats du CETA, ce que ça donne, justement, regarder la réalité, regarder les faits. Et les faits, on le voit déjà depuis 2018. Pour l'Italie, ils sont très positifs, ils sont très bons. Donc on a confiance dans le fait que l'Italie va peut-être mettre un certain temps à ratifier le CETA. Elle a mis 4 ans et demi à ratifier l'accord avec la Corée du Sud. C'était le dernier pays à ratifier l'accord avec la Corée du Sud. Elle pourra mettre du temps à ratifier le CETA, mais elle le fera sur la base des faits et pas sur la base des fantasmes. Et moi, je suis confiant sur le fait qu'elle le fera. Il y avait des inquiétudes, par exemple, sur les indications géographiques, parce que le mouvement 5 étoiles, qui est très implanté dans le sud de l'Italie, n'a pas du tout apprécié qu'aucune indication géographique alimentaire du sud de l'Italie ne soit dans les indications protégées explicitement par le CETA au Canada, 143. Presque. Protégées explicitement au Canada. Évidemment, toutes les indications, l'intégralité reste totalement protégée en Europe, contrairement à ce que certains ont dit. Mais effectivement, il n'y avait pas d'indication du Sud qui était protégée au Canada.
Donc ça leur a posé un problème politique, évidemment. Bon, c'est essentiellement parce que la plupart des appellations les plus connues sont dans le nord, et c'est le gouvernement italien de l'époque qui l'avait voulu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le Canada, qui a basculé dans le camp de la défense, de la reconnaissance des indications géographiques, du lien entre un produit et son terroir, il a ouvert la possibilité aux associations de producteurs de faire défendre leurs nouvelles indications géographiques au Canada. Et il y a plusieurs Italiens qui en ont fait la demande et qui vont obtenir la protection. Donc ça aussi, ça va jouer dans l'équilibre. Si je peux me permettre un dernier point sur l'Italie, parce que c'est très intéressant. L'Italie, s'agissant des États-Unis, elle a voté le mandat pour ouvrir les négociations avec les États-Unis. Alors moi, je vois chez les amis de Marine Le Pen, parce que c'est ça la Ligue, eh bien justement un double discours. Et ce qui est très drôle, c'est de voir qu'en Grèce, les alliés de M. Jean-Luc Mélenchon, Syriza, qui votent dans le même groupe au Parlement. Plus vraiment des alliés. Ils siègent dans le même groupe au Parlement européen. Ouais. GUE, NGL. Eh bien, Syriza, de la même façon, a voté pour l'ouverture des négociations avec les États-Unis. Donc, quel est le seul pays qui, lui, s'y est opposé? C'est la France, d'Emmanuel Macron. Ça mérite d'être dit. Parce qu'entre le discours d'une Marine Le Pen, le discours d'un Jean-Luc Mélenchon, et quand on voit l'action de leurs alliés au niveau européen, c'est l'antithèse de ce qu'ils décrivent. J'ai juste une dernière question de néophyte. Quand est-ce que tout ça sera réglé finalement? Est-ce que l'Italie a un temps? Vous dites que ça peut prendre encore un certain temps? C'est là où on peut même attendre qu'il y ait un changement de gouvernement. Ça appartient entièrement aux pouvoirs publics nationaux de décider de ce qu'ils font là-dessus. Ça veut dire que dans quelques années, le CETA pourrait être caduc et complètement cassé, mais pendant ce temps, il aura prospéré. Oui, parce que notamment... La partie pas tout le CETA, la partie qui est couverte par la compétence européenne en matière commerciale, c'est-à-dire qui a été appliquée à partir du moment où les 28 États membres réunis au Conseil des ministres ont approuvé le CETA, et à partir du moment où le Parlement européen a une majorité, alors évidemment où les parlementaires européens français ont plutôt voté contre, mais à une majorité assez écrasante, le reste du Parlement a voté pour, 408 voix contre 254. À partir du moment où le Parlement européen a voté en faveur, et il y a des États membres où l'unanimité des parlementaires. En Croatie, l'unanimité des parlementaires, il y a un moment où il faut se poser aussi des questions sur pourquoi est-ce que dans certains États membres, on n'a pas les peurs qu'on peut avoir ici. Donc il faut regarder encore une fois les faits, revenir aux faits, revenir à la réalité de l'application du CETA, à ses bénéfices et aux craintes qu'on pouvait avoir qui ne sont pas matérialisées, que ce soit sur le pétrole, comme on en a parlé tout à l'heure, ou sur le bœuf, où on a une diminution des importations de bœuf en 2018. Par souci d'équité, dernier mot, Laura Verreck, parce que vous avez beaucoup parlé tous les deux. Justement, je voulais revenir sur l'équité. Là, juste après. Pour finir sur l'équité, juste penser aussi aux éleveurs français, parce qu'on va quand même importer de la viande nourrie aux farines animales, avec des antibiotiques, et je pense aussi aux consommateurs, et ça c'est dans le rapport de Schubert. En parlant d'équité aussi, si on veut régler la mondialisation, ce qu'on a besoin, c'est des obligations pour les multinationales, et non pas de leur donner plus de droits, et c'est exactement ce que fait le CETA. Voilà, on arrête là ce débat. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire et on va suivre ça en détail sur Mediapart dans les semaines à venir. À bientôt dans les studios de Mediapart.